Il est 16h30 pour respecter le temps de tous et chacun. On va débuter. Donc, bonsoir et bienvenue, ou bonne fin d'après-midi, je devrais dire à toutes et à tous. Mon nom est Rémi Sabourin, je suis cadre en relations professionnelles à l'AEFO, mais aujourd'hui, je vais agir à titre de facilitateur pour ce webinaire de la FEO, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Donc, c'est un plaisir d'encore d'accueillir Daniel Dubé, qui fait une deuxième prestation là, auprès de FEO en lien. Donc, l'année dernière, il avait fait la partie 1 pour l'intelligence artificielle, puis il est de retour cette année. Donc, on, vous êtes entre bonnes mains. Daniel est originaire là, de Smooth Rock Falls et aujourd'hui, il est formateur au Cavelfo. Et donc, ça fait déjà quelques années. Et puis, comme vous allez voir, il est très connaissant là, de tous les environnements d'apprentissage au niveau des espaces, le Brightspace, Google et tout. Et comme j'ai dit, vous êtes entre excellentes mains. Et donc, je vais passer la parole à Daniel qui va faire sa présentation. Et à la fin, je reviendrai pour un petit mot de la fin pour vous parler des prochaines activités de la FEO. Donc, Daniel, à toi la parole. Tu es en sourdine. J'ai fait plein de choses en même temps, puis j'ai oublié d'allumer mon micro. Mille excuses. Alors, ça me fait plaisir d'être à nouveau avec vous. En fait, c'est ma troisième session avec la FEO en lien. Je l'ai fait une il y a 2 semaines en anglais. C'était un petit peu différent, là. C'est moins évident pour moi de faire les présentations en anglais, mais j'ai fait une présentation aussi un petit peu comme j'avais fait l'an dernier, une introduction à l'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, ben, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez bien mon écran. À l'écran, c'est une présentation. Je vais, dans le clavardage, vous mettre le lien à la présentation, donc vous pourrez la consulter. Je vous montre comment ça fonctionne dans un instant, là, mais vous pouvez voir aussi que j'ai plein de fenêtres ouvertes parce que j'ai l'intention, pas juste de vous parler, mais de vous faire des petites démonstrations sur comment fonctionnent certains outils, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils. Pendant la présentation, si ça vous intéresse, d'ajouter des détails sur qui vous êtes pour qu'on puisse vous situer un peu dans la province et qu'on puisse connaître un petit peu plus qui a participé à la session d'aujourd'hui. Alors moi, Daniel Dubé, comme Rémi l'a mentionné, je suis formateur au Cavelfo. C'est ma 7e année comme formateur au Cavelfo. C'est ma 18e année avec les cours en ligne du Cavelfo et avant ça, c'était le SAMFO. Donc, j'ai travaillé avec les cours en ligne dans le temps du SAMFO pour ceux et celles qui sont assez vieux pour connaître qu'est-ce que c'est. Euh, je suis originaire de Smooth Rock Falls, mais présentement, je suis dans la région de North Bay, plus précisément à Callander. Et je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Je suis un utilisateur qui a exploré, qui a utilisé. Et chez nous, au Cavelfo, ben, on a été placé, ben, comme tout le monde, là, on a été placé face à une situation qui est venue vraiment bouleverser l'éducation. Là, partez pas en panique sur ce que je vais présenter à ma prochaine diapositive. Je vais cliquer sur débuter ici, là, pour vous dire que le 22 novembre 2022, c'est l'équivalent du 11 septembre 2001, mais pour le monde de l'éducation. Là, je ne diminue pas le 11 septembre 2001. Écoutez, je connais le 11 septembre, c'est le jour de ma fête en plus. Fait que le 11 septembre 2001, évidemment, ça a bouleversé tout le monde, ça a bouleversé les vies, ça a bouleversé la sécurité, comment on voit les personnes, comment on voit les déplacements et tout ça un peu partout dans le monde. Donc, moi, je dis ça un peu plus comme bouleversement pour le monde d'éducation. Le 22 novembre 2022, pour ceux qui ne connaissent pas la date, c'est là où ChatGPT a fait son apparition.
Et c'est là où on s'est dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va gérer l'arrivée de l'intelligence artificielle en éducation? Et nous, du côté du Cabelfo, du côté des cours en ligne, mais on n'a pas les élèves devant nous où on peut faire de l'enseignement, de la démonstration et tout ça. On a les élèves en ligne à distance. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on devait s'ajuster parce que les élèves se sont mis à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour les aider à produire des tâches. Puis ça a amené à toutes sortes de questionnements sur euh, l'intégrité académique, sur le plagiat, sur la tricherie et tout ça. Donc, la raison pour laquelle j'affirme ceci, puis j'ai pas été chercher ça nulle part d'autre que dans mon bagage personnel, c'est que c'est nettement un des plus grands bouleversements qu'on a vécu, même plus grand qu'Internet, et que l'arrivée de Google, puis de la recherche et tout ça, l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant et de façon énormément rapide. Alors, 3 ans plus tard, dans le clavardage, je vous encourage de répondre à une ou à ces deux questions-là. Comment utilisez-vous l'intelligence artificielle et ou comment voulez-vous utiliser l'intelligence artificielle? Parce que l'objectif, ce n'est pas nécessairement de voir comment vous l'utilisez non plus. Si vous voulez nous l'indiquer, allez-y. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous voulez apprendre au sujet de l'intelligence artificielle? Donc, je vous encourage, je vais vous laisser quelques instants pour répondre à cette question. Donc, je vais juste mettre mon micro en sourdine. On va attendre une couple pour avoir vos réponses, puis je vous reviens. Donc, on a déjà 2 réponses qui nous ont été partagées. Je vous encourage de continuer à nous partager vos réponses. Donc, certaines personnes comme outils de recherche, d'autres pour planifier, avoir des idées, accomplir des tâches rapidement, Euh, planification de leçons, tâches d'apprentissage. J'utilise l'intelligence artificielle pour la création de plans d'enseignement individualisés, pour la création de commentaires de bulletins et pour la création de quiz. Pour planifier, pour détecter le plagiat, outils de planification. Donc, on peut voir qu'on s'en vient vers euh, des, des utilisations pratiques qui vont nous permettre d'accomplir des tâches plus rapidement ou plus efficacement. Donc, n'hésitez pas à continuer à ajouter vos éléments dans le clavardage. Donc, je vais passer à la prochaine page, puis vous pouvez continuer de répondre ici. Donc, revenons un petit peu en arrière. Donc, j'ai fait la présentation ici que j'ai placée en lien. C'est le premier webinaire. C'est la première partie plus ou moins de ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, le lien pour regarder la vidéo est ici, le FEO en lien. Et le lien à la présentation que j'ai utilisée se retrouve ici dans le texte. Puis là, je vais vous montrer comment l'outil Genially, que j'utilise pour faire mes présentations, euh, donc, l'outil Genially, comment ça fonctionne? Pour savoir où cliquer à l'écran, où il y a des éléments qui vont vous permettre de trouver des informations, de circuler entre les pages ou d'ouvrir des liens, vous allez à la petite main qui est à l'écran ici en haut à droite. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que ça met la même petite main aux éléments cliquables. Donc ici, pour revenir en arrière, je peux cliquer. Là, je vais juste cliquer pour vous montrer. Ça me ramène à la page précédente. Et ici, à cette page, ben, ça me permet de voir l'image, là.
OK? Mais ici, ça me permet d'aller à la prochaine page. Donc, sur le texte ici, vous voyez que ça va vous ouvrir la présentation. Je l'ouvre pour vous montrer. Puis ignorez le nom, là, vous pouvez juste mettre un espace, puis c'est correct. OK? Donc, vous devriez pouvoir accéder au contenu. J'irai changer le paramètre de cette présentation-là, mais c'est la présentation que j'ai créée pour la présentation du mois de juin. Donc, vous la retrouvez en cliquant sur le lien en bas à l'écran. Alors, ça pourra vous permettre de retrouver des éléments qui ont été présentés à ce moment-là. Alors, je vais juste remettre des éléments en contexte ici là, parce que ça continue d'évoluer rapidement, l'intelligence artificielle. Et dans les derniers mois, je dirais le dernier mois à peu près ou un peu plus, ben, il y a des développements encore plus importants et peut-être un peu plus troublants qui nous amènent à des dilemmes éthiques un petit peu qui sont apparus, puis je vous présente des artistes complètement créés avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Le premier, là, la grande vidéo ici, je vais commencer la vidéo. C'est un artiste qui n'existe pas vraiment. Là. C'est pas un être humain. Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. They said slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep moving forward, never looking back, with a worn out hat and a 6-string strap. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. Oui, je vais l'arrêter là, je ne vais pas toute la faire jouer. La raison pourquoi je parle de cet artiste, puis je vous présente cette chanson, c'est que ben, j'ai de la misère, même moi, à dire que c'est un artiste. Cette production, OK, on va l'appeler une production, et la chanson était au sommet du palmarès Billboard de la musique country au mois de novembre. Mais ce n'est pas un vrai artiste. C'est généré par l'intelligence artificielle, généré en informatique par les ordinateurs. Donc, c'est un dilemme éthique quand même assez important. Et ça nous fait nous poser des questions sur lesquelles je vais revenir au fur et à mesure où on va progresser. Deuxième artiste, je vais cliquer sur le lien ici. C'est une chanson, elle est dans mon Spotify. Là, je l'ai mis là, pas parce que j'appuie l'artiste. Okay. Je vais la faire jouer ici. Oh, faut que je lève le volume. Zania Monet. Vous direz à qui ça vous fait penser? Down no stairs. Didn't warn me about them boys who wouldn't care. Didn't tell me what a real man sounds like. So I fell for the ones that lied just right. He never pulled my chair or checked my friends. Never showed me what to lose or what to defend. So I chased love with an open wound, looking for something I was never introduced to. Mama did her best. Ouais, on va arrêter là. Mais c'est pour vous montrer encore là une artiste, une production de l'intelligence artificielle qui, elle aussi, cette chanson était sur les palmarès de Billboard au mois de novembre. Moi, j'ai pris conscience de cet artiste-là grâce à CBC, à un reportage sur aux nouvelles de CBC. Donc, puis ça me fait comme... pour moi, ça m'amène vraiment ce questionnement de mais où est-ce qu'on s'en va avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça nous amène? Troisième élément et dernier que je veux vous présenter, c'est cet artiste. Actrice, supposément, production encore,
C'est une actrice, Tilly Norwood, OK? Complètement créée par l'intelligence artificielle. OK? Je vais faire jouer cette vidéo ici. We all knew TV was dead, but thought, why not squeeze in one last development meeting? We had one rule: no missing children, no dead women, and no reboots of Heartbeat. We'd pitched this beautiful comedy, two sisters running a funeral parlour in Margate. Warm, weird, very BBC Two. Commissioner said no. AI generated 100 better ideas in minutes, perfectly aligned to channel data, viewing figures, and optimized for the audience. The winning AI format? I know what you streamed last summer. An interactive thriller built from... OK, donc c'est un petit peu pour vous montrer que la production, ça a tellement l'air réaliste, tellement l'air réel, et des artistes créés par l'intelligence artificielle qui nous sont présentés comme, justement, comme des artistes d'intelligence artificielle. Alors, plein de questionnements, plein d'éléments, je vais fermer les fenêtres, qui nous font dire, mais OK, l'intelligence artificielle progresse et progresse toujours à une vitesse fulgurante. Depuis le mois de juin, la dernière présentation, les choses ont tellement changé. Dernier développement que j'ai trouvé très intéressant, c'est rendu que même des artistes, des vrais artistes, vendent leur voix à des compagnies d'intelligence artificielle pour qu'elles soient utilisées dans la création de vidéos. Deux artistes que j'ai vus, ça aussi j'ai vu ça aux nouvelles, c'était Michael Caine et Matthew McConaughey, qui ont vendu les droits d'utilisation de leur voix à une compagnie de production, une compagnie d'intelligence artificielle. Le nom m'échappe de la compagnie, mais donc, les artistes, au lieu de se faire voler leur identité, ben, vendent les droits à leur voix, par exemple, dans ce cas-ci, à leur voix, pour que les gens puissent les utiliser quand ils créent des vidéos, par exemple. Alors, si je clique ici à l'écran, donc tu vois ici les endroits où tu peux cliquer, et en plus de la vidéo qui est présentée. Alors, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, il faut garder en tête, c'est que les élèves, les étudiants, nous aussi, on utilise l'intelligence artificielle. Alors, je vous ai présenté ici 2 articles de KPMG. Vous voyez ici, selon KPMG 2025, OK? Les élèves ont de plus en plus recours à des outils et à des plateformes d'intelligence artificielle générative qui foisonnent pour effectuer leurs travaux scolaires. Et si vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre cet article de l'IA de KPMG qui parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants canadiens. 59% utilisent maintenant l'IA générative pour effectuer leurs travaux scolaires. 43% travaillent dans des établissements d'enseignement ont indiqué consacrer le temps gagné grâce à l'utilisation de l'IA à des tâches plus importantes. Donc, pas juste les étudiants, là, on parle aussi des gens qui travaillent dans les institutions. Et 70% des étudiants affirment qu'ils se tournent vers des outils d'IA générative pour obtenir de l'aide plutôt que d'en demander à leurs enseignants. Là, on parle peut-être ici un peu plus au niveau au cycle supérieur, mais quand même. Qu'est-ce qui nous fait dire, nous, au niveau élémentaire ou peut-être plus secondaire, que les élèves n'en font pas autant? Et ce que KPMG ici a apporté, ça confirme la progression qu'ils ont notée dans leur étude de 2024 sur le sujet. Donc, c'est l'article ici de 2024 à ce sujet. Okay? Donc, je ne passerai pas à travers l'article, mais ça vient confirmer ceci. Les sondages de KPMG, on les a reproduits au Cavelfo. Donc, en 2024, on a créé un sondage semblable à ce que KPMG avait créé, le même genre de questions qu'ils avaient posées aux élèves et aux étudiants. Et on a créé un sondage dont on a eu des résultats. Si vous cliquez ici, vous allez voir les résultats de 2024. Moi, je vous présente ici l'image des résultats de 2025. Si vous cliquez sur l'image, ça vous ouvre l'infographie qu'on a préparée. Ça, c'est un sondage qui date de la fin mars 2025. Donc, c'est de mars qui vient de passer.
je vais essayer de faire un zoom ici là, pour aller voir ça un petit peu plus. Ah non, il faut que je fasse un zoom ici à l'écran. Bougez pas. Je peux-tu faire un zoom? Non, OK. Ça ne me permet pas de faire un zoom, mais je vais vous montrer ici. 85,4% des élèves affirment: j'ai déjà utilisé un ou des outils d'intelligence artificielle pour m'aider avec mes travaux scolaires. OK? Ensuite, euh, quand on regarde différents éléments comme qu'est-ce qu'ils font avec les outils d'intelligence artificielle, ils font de la recherche à 71%, production d'idées à 54%, correction de la langue à 56%, amélioration de texte à 39%, création au complet de texte. Seulement 6% ont dit qu'ils faisaient la création au complet de texte. Ensuite, création d'images ou d'éléments interactifs à 30% et autres, là, il y a différentes traductions, par exemple, des choses comme ça. Et quels outils ils utilisent? ChatGPT, par exemple, à 82%, Gemini, Copilot, Canva à 42%, Antidote, Perplexity, Claude, Quillbot et autres. Dernière statistique intéressante ici, pour l'élève, l'intelligence artificielle améliore la qualité de mes travaux. Donc, ce que vous voyez ici, sont d'accord à 38%, incertain à 49% et améliore la qualité de mes travaux, sont en désaccord à 13%. Facilite la réalisation de mes travaux, d'accord à 40%, incertain à 43%. La réponse intéressante, c'est améliore mes résultats scolaires, la troisième ici. Seulement 18% disent qu'ils sont d'accord, 45% sont incertains et 37% sont en désaccord. Alors là, je vais vous laisser explorer le restant des statistiques. Pour la personne, pour Saba qui a mentionné d'avoir le lien à la présentation, Gignoli se retourne dans le clavardage, elle est déjà placée là. Donc, tu peux la retrouver dans le clavardage du Meet, pas du Meet, mais de la session Zoom. Donc, les élèves l'utilisent, on le sait que les élèves l'utilisent et on doit s'ajuster évidemment. Donc, pour bien comprendre, c'est bon d'apprendre comment l'utiliser. J'ai parlé beaucoup de ça au mois de juin. Donc, poursuivons, parce que l'IA continue aussi de progresser. Les outils deviennent de mieux en mieux. On peut le voir avec la création d'artistes, avec la création de chansons, toutes sortes de choses. Plus les utilisateurs utilisent les outils, meilleurs les outils deviennent. La raison pourquoi, ben, plus on a des requêtes et plus les outils d'intelligence artificielle nous donnent des réponses, les outils vont s'ajuster selon la rétroaction que nous, les utilisateurs, on offre. Par exemple, si on reçoit quelque chose comme réponse d'un outil d'intelligence artificielle et on le prend, on le prend et on l'utilise dans nos recherches. Je viens de replacer le lien ici. On l'utilise dans nos recherches. C'est comme si on disait: ah, c'est bien, tu as retrouvé la bonne chose et c'est ce que je recherchais. Donc, l'entraînement se fait sur la rétroaction ou la non-rétroaction. Donc, si tu dis à l'outil d'intelligence artificielle: non, c'est pas ça que je voulais, ben, il va s'ajuster. Si tu dis merci, ben, ça veut dire qu'il a fait un bon travail. Donc, les outils s'ajustent, s'améliorent et de plus en plus, ça permet aussi de nourrir la base de données, par exemple en fournissant de la documentation, en fournissant des liens, en donnant des commandes plus précises, en disant: va chercher à tel endroit, utilise telle ressource. On contribue à l'amélioration des outils d'intelligence artificielle. Et évidemment, les compagnies continuent d'investir. Donc, les structures deviennent de mieux en mieux et par conséquent, l'outil s'améliore. Puis nous aussi, on devient plus efficace. Moi, je suis meilleur aujourd'hui qu'il y a un mois parce que j'ai encore cette semaine, la semaine dernière, testé des choses et appris des choses, puis j'ai amélioré mes compétences en utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Donc, moi, en étant meilleur, c'est une roue qui tourne, là.
Moi, en étant meilleur, je permets à l'outil de devenir meilleur et ensemble, ben, on ne crée pas un meilleur monde, mais on crée un meilleur outil. Alors, on est rendu au point où on a appris au sujet de l'intelligence artificielle on apprend à utiliser comme il faut l'intelligence artificielle. Puis l'objectif principal de la présentation, c'est de vous montrer ce que vous pourriez faire. Je vais vous donner des exemples. Ça ne sera pas tout non plus. Okay? C'est des choses que moi j'ai testées, des choses que des gens m'ont présentées, puis j'ai dit, je vais l'essayer. Même à la création de cette présentation-ci, je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir toutes les images sauf une. C'est des créations d'un outil d'intelligence artificielle. Alors, ce que je veux vous montrer un petit peu, c'est comment est-ce que vous pouvez prendre de la présentation aujourd'hui, partir puis faire essayer des choses. Parce que la meilleure façon de comprendre comment les élèves l'utilisent, puis comment nos collègues l'utilisent, c'est de l'essayer, de le tester. Ce que je mentionne ici, c'est que personnellement, là, je ne sais pas si je peux le souligner, ça me permet, là, ouais, ici. Personnellement, moi, j'ai acheté la version payante de ChatGPT. C'est un petit peu comme le Skidoo, hein? Pour ceux qui connaissent ça, ou les Kleenex, ChatGPT, c'est comme l'original, on dirait. C'est celle, tu sais, quand on parle d'IA, c'est tout de suite ChatGPT, comme quand on parle de motoneige, c'est Skidoo qu'on a dans la tête, ou de mouchoir, c'est Kleenex. Okay? C'est un petit peu la façon dont on pense la commercialisation de produits nous fait penser. Donc, j'ai acheté la version payante de ChatGPT qui permet de faire beaucoup plus de choses et qui a un modèle plus efficace. Okay? Tandis que j'utilise la version institutionnelle de Gemini. Là, ça devrait être un T ici, là. Je vais faire la correction. De Gemini, donc avec le compte professionnel que j'ai avec le Cavelfo, on a accès à la version professionnelle de Gemini. Je vous parle de distinction peut-être entre les deux produits tantôt. Et l'autre outil que j'utilise de plus en plus, c'est Canva. Canva est offert gratuitement à tous les membres du personnel enseignant. OK? En Ontario, vous pouvez entrer votre adresse de conseil scolaire, je crois, puis ça vous donne accès à Canva gratuitement. Canva a fait de plus en plus de choses. OK? Et je sais que aussi certains conseils scolaires vont s'abonner, par exemple, à Magic School. Donc, ça, c'est pas un outil que j'ai utilisé beaucoup, mais qui a des fonctionnalités un peu plus éducatives aussi. Le choix de payer ou non pour des versions, là, c'est un choix personnel. Moi, j'ai fait un choix personnel pour ChatGPT parce que je l'utilise assez, puis je pense que j'utilise de plus en plus efficacement, donc ça vaut la peine. Ça permet aussi, on s'est arrangé comme membre de la famille de partager le compte, comme ça, tout le monde peut l'utiliser. Ensuite, moi, mon intention, c'est pas de vous faire acheter un produit ou non. Là. Moi, aucunement. Si vous voulez payer pour un service, ça, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi d'utiliser ChatGPT. Il faut que je vous dise, les versions payantes sont vraiment plus efficaces. OK? Par exemple, puis je vais parler de ChatGPT juste pas pour faire de la publicité, mais pour vous dire la grosse différence. Là. Premièrement, quand tu as une version payante de ChatGPT, ben, tu utilises le modèle le plus récent. Dans la version gratuite, tu utilises le modèle, disons, de l'année dernière. C'est comme des autos, là, hein? Ça s'améliore à chaque année. Ça va de la version 3 à 3.5, à 4 à 4.5, etc. Bon, ben, je ne sais pas ce que c'est rendu, là, mais quand tu utilises, disons, tu utilises la version gratuite, tu utilises le modèle 3.5. Dans la version payante, tu es rendu à 4.5. Tu as un modèle qui est mieux entraîné, qui a une plus grande base de données, etc. Mais tu peux faire plus de choses avec une version payante. Comme, puis là, je vais reparler de ChatGPT. Tu as une limite de requêtes par jour que tu peux faire avec ChatGPT dans la version gratuite. Dans la version payante, tu n'as pas cette limite-là. Dans la version gratuite, tu peux mettre un certain montant de fichiers pour nourrir, pour faire des requêtes et tout ça, comme des PDF, par exemple. Tu as une limite dans ChatGPT gratuit. Dans ChatGPT payant, tu as une plus grande flexibilité. Tu peux mettre plus de documents. Il y a une certaine limite. Là, je ne sais pas c'est quoi. Je ne me suis jamais rendu à la limite. Mais je pense qu'il y a une version ou une possibilité d'avoir beaucoup plus de fichiers. Troisième élément, par exemple, dans ChatGPT, tu peux
créer seulement 2 images par jour, je crois, dans la version gratuite, tandis que dans la version payante, tu n'as pas de limite. Donc, tu sais, quand tu fais une requête pour créer une image, puis tu n'aimes pas l'image, ben, si tu fais une requête, tu n'aimes pas l'image, tu fais une deuxième requête pour améliorer l'image, puis tu n'aimes toujours pas ça, ben, il faut t'attendre 24 heures pour faire une autre requête pour pouvoir améliorer ton image. C'est moins efficace. Pour les images, en passant, Canva est très bon, je vous montre ça tantôt. Donc, OK, version payante versus version gratuite, là, c'est pas pour vous faire dépenser de l'argent, mais juste pour vous dire qu'il y a une grosse différence. Différence aussi entre ChatGPT et Gemini. Puis je veux en parler un petit peu. ChatGPT, quand tu t'abonnes puis tu utilises la version payante ou gratuite, tout ce que tu mets dedans va être utilisé pour entraîner l'outil d'intelligence artificielle. Puis, bien évidemment, tu sais, tu ne protèges pas nécessairement tes informations si tu mets des informations personnelles, des choses de même là-dedans. Donc, il faut que tu fasses attention un petit peu. Tandis qu'avec Gemini, ben, en tout cas dans la version institutionnelle qu'on a, puis c'est ce qu'on nous dit, c'est que toutes les requêtes, les documents qu'on nourrit, qu'on utilise pour nourrir l'outil d'intelligence artificielle ne sont pas utilisés pour agrandir, pour aller nourrir la grande base de données. Ça reste à l'intérieur de notre institution. Ça ne sort pas à l'extérieur. Donc, il y a comme une bulle de Gemini pour le Cavelfo, pour mon compte. Et c'est la même chose dans les comptes Gmail personnalisés. OK? Donc, plus tu vas utiliser Gemini, plus il va te connaître, mais ça va être une connaissance qui va être plus entourée dans la bulle de ton Gemini, dans ton Gmail. OK? Tandis que dans ChatGPT, ben, tu donnes l'information puis ça nourrit à l'externe. OK? Fait qu'il faut juste faire attention à comment on utilise les outils. Puis je vois que, Brianna, tu mentionnes DeepSeek. DeepSeek, ça a l'air d'un outil très efficace. Il faut juste faire attention à la provenance. Ça vient de la Chine. Qu'est-ce qui se passe avec les informations et les données en Chine? Je ne suis pas un expert. OK? J'ai lu un peu là-dessus. Moi, j'ai choisi de ne pas utiliser DeepSeek, mais apparemment, il est très efficace. OK? Alors, allons voir, pour commencer, la détection. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a mentionné tantôt, j'aimerais pouvoir détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Plusieurs outils de détection d'IA existent. On parle de GPT-0, Detector Draft and Goal, Turnitin, Smodin, et il y en a d'autres, là, mais je vais mentionner ceux-là. Ça en est que j'ai utilisé dans l'exemple que je vais vous montrer dans un instant. J'ai fait un petit exercice. Ça vient d'une présentation qu'une dame, Mme Martine Peters, nous avait présentée. Elle nous avait proposé un petit devoir, un petit exercice. Fait que je l'ai fait. Fait que j'ouvre la présentation ici. Vous pouvez aller la voir puis l'explorer un peu. Mais c'est bien simple. Premièrement, je vais vous poser une question, OK? Je vais passer à la prochaine. J'ai 2 textes à l'écran ici. Celui de gauche, 1, celui de droite, 2. Pouvez-vous me dire lequel est généré par l'intelligence artificielle? 1 ou 2? Rapidement dans le clavardage. Puis si vous me dites 1 ou 2, dites-moi qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un ou l'autre. S'il y a des indices, des choses. Je vais vous donner une petite seconde. Donc, 4 personnes ont dit 2 et 1 personne a dit 1 à date. 2, l'organisation du texte. Respect si bien structuré, respect des conventions d'écriture, etc. Ben, je vais vous dire, les 2 ont été générés par des outils d'intelligence artificielle. C'était un piège. OK? Mais, tout ça pour vous dire, ben évidemment, le petit emoji ici, là, l'émoticône qui est placé, ben ça pourrait vous faire dire « Ah, ça vient de l'intelligence artificielle ».
Je vais vous donner des indices qui pourraient vous permettre de détecter. Par exemple, ici, là, oups, je vais revenir en arrière, s'il vous plaît, un peu. OK, regardez, on dit pression de la réussite et peur de l'échec, 2 points. Il devrait y avoir un espace entre les 2 points et le dernier mot. Puis ensuite, la première lettre ici, c'est une lettre majuscule. OK? Ça, c'est un indice qui pourrait vous faire dire oh, ça se pourrait que ça soit écrit par un outil d'intelligence artificielle. L'organisation, les mots de relation, ici, là, en somme, les outils d'intelligence artificielle là, de génération de texte aiment ça utiliser des marqueurs de relation à profusion et de façon répétitive, souvent les mêmes reviennent. Même ici, regardez, là, enfin, ainsi, ensuite, okay, l'énumération dans les textes générés par les outils d'intelligence artificielle. Okay? Donc, les détecteurs peuvent être efficaces pour identifier certains des éléments, mais je vais juste vous montrer, si je continue. Donc, le petit devoir qui nous était demandé, en 700 caractères, moi j'ai dit en 250 mots, là, parce que 700 caractères, c'est pas beaucoup, là. Pourquoi les étudiants plagient-ils? Fait que j'ai demandé à ChatGPT puis j'ai demandé à Gemini. Pas Perplexity ou OK. J'ai demandé à ChatGPT et à Gemini. Le numéro 1, c'était un texte généré par ChatGPT. C'est ce mot ici, là, 250 mots. Donc, vous voyez le texte ici que j'ai utilisé. Et ça, c'est j'ai pris de la capture d'écran là, pour la preuve, être scientifique dans mon petit exercice. Là, je voulais être le plus scientifique possible. Donc, c'est le texte de la capture d'écran. Fait que j'ai ensuite utilisé ce texte-ci et je l'ai placé dans des détecteurs d'utilisation d'intelligence artificielle. Detector Draft and Goal m'a dit que d'après notre analyse, votre texte a très probablement été écrit par un humain. Très probablement. Pas de pourcentage ici. OK? Intéressant. Parce que je vous le dis, là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ensuite, Smodin. Donc, j'ai utilisé Smodin parce que Smodin te permet, il y a un outil de réorganisation ou re-rédaction du texte. OK? Donc, il y a un terme plus précis pour ça, je reviens dans un instant. Donc, ici, Smodin, lui, a dit, le même texte, là, a dit 66% généré par l'intelligence artificielle, 34% généré par l'être humain. Fait que vous voyez déjà une problématique. Il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. OK? Ça, c'est un des éléments. Là, j'ai humanisé le texte. J'ai demandé à Smodin, peux-tu humaniser le texte, s'il te plaît? OK? Ça, c'est comment ça se passe. J'ai collé, j'ai dit humanise-moi ce texte-là. Et il m'a produit un nouveau texte. OK? Ça, c'est un petit GIF là, qui vous montre comment humaniser le texte avec Smodin. Et là, il m'a humanisé le texte. Et voici, c'est le même texte qui a humanisé, qui a changé. Maintenant, il est généré à 53% par l'intelligence artificielle et 47% par l'humain. OK? Humanisé, il a ajouté des sources, par exemple. Vous voyez ici. OK? Mais, tu sais, encore là, c'est 100% généré par l'intelligence artificielle, mais là, le pourcentage a diminué. Je l'ai fait une deuxième fois humanisé. Je l'ai fait humaniser une autre fois. Puis vous allez voir, ça a l'air moins humain encore, là, de la façon dont le texte a été généré. Oups. OK? Ça a l'air moins humain, la structure, puis ça a vraiment l'air très, très, très mécanique. Et là, il a dit c'est 100% généré par l'intelligence artificielle. OK? Ça, c'est avec Smodin. CopyLeaks me dit que c'était 100% créé par l'intelligence artificielle. Et GPT-0, we are highly confident this text was AI generated. OK? Ça, il dit à peu près 100%. 53 à 64 à 0, on ne sait plus, là. OK? Comment vous dites à un élève, ton texte a été généré par l'intelligence artificielle? Parce que l'outil GPT-0 me dit ça. Quand un autre outil dit le contraire. Faire attention, là, c'est ça. Je vais vous parler de pensée critique tantôt, mais c'est un exemple d'où il faut faire preuve de pensée critique. Le deuxième texte a été généré par Gemini. Okay? Donc, c'est le texte. Voici, est-ce que, vous voyez là, j'ai copié ça directement ici. En 250 mots, peux-tu expliquer pourquoi les élèves plagient, il y a le petit émoticône, etc. Ça, c'est ma capture d'écran scientifique. Et ici,
Detector Draft and Goal me dit, d'après notre analyse, votre texte a très probablement été écrit par un humain lui aussi. Donc là, tu te dis Detector Draft and Goal, ça ne vaut pas grand-chose, là, parce que ça fait 2 fois. Okay? Mais pour un autre texte, tu pourrais dire a probablement été écrit par l'intelligence artificielle. Ou si aujourd'hui je retournais dans l'outil, il me dirait peut-être le contraire. Okay? Snowden. Donc, j'ai refait le même exercice avec ce texte-là. Exactement la même chose. Okay? Le plagiat, ça c'est le texte ici. 77% généré par l'intelligence artificielle, 23% écrit par un être humain. Je continue. J'ai humanisé le texte. 63%. Quand on humanise le texte, on demande à l'outil lui-même d'humaniser un texte. C'est lui qui l'a fait, là, on le sait. Okay? C'est moins élevé. 63% à 37% par l'humain. Troisième essai, 79%, 21%. OK? Et CopyLeaks m'a dit que c'était probablement 100%. Et ici, GPT-0, lui, m'a dit que c'était à peu près 64%, vous le voyez ici, là. OK? Donc, je voulais faire l'exercice pour démontrer que c'est la fin de la présentation, là. Je vais sortir de là. Je vais revenir ici pour vous dire que la conclusion, c'est pas fiable. On ne peut pas utiliser. C'est pas comme Turnitin, quand on pouvait mettre un texte dans Turnitin, puis là, il nous ressortait des sources directement d'Internet disant tout ça, ça a été copié, voici où est-ce que ça se retrouve. C'est pas clair comme ça. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec les outils de détection, même qu'on ne devrait pas les utiliser. Selon moi, on ne devrait pas les utiliser. On peut les utiliser pour nous donner des indications, mais la meilleure façon de détecter s'il y a un élève ou d'identifier si un élève a utilisé des outils d'intelligence artificielle pour faire un texte, ben c'est de savoir, de connaître comment les outils fonctionnent, comment ils rédigent, etc. OK? Donc, ça, c'est un petit test que je voulais vous montrer pour vous dire, bon, ben, faites attention, faites preuve de pensée critique. Puis je vais revenir à la pensée critique maintenant. OK? La pensée critique, pour les élèves, on dit tout le temps aux élèves, ben là, il faut que tu démontres ta pensée critique, il faut que tu fasses preuve de pensée critique dans ton travail. Tu sais? Puis là, on arrive avec les outils d'intelligence artificielle, puis on leur dit, ben, si tu utilises des outils d'intelligence artificielle, ben, il faut que tu fasses preuve de pensée critique pour savoir quelles informations sont justes, quelles informations sont vraies, lesquelles ne le sont pas, quelles tu vas utiliser, lesquelles tu n'utiliseras pas, comment tu vas les utiliser, comment tu ne les utiliseras pas. Tu sais, faut on apprend ça aux élèves. On essaie de leur montrer que, ben, tu devrais faire preuve de discernement dans ton utilisation. Quand tu fais ça, ben, tu fais preuve de pensée critique. Puis les questions qu'on peut avoir, c'est l'IA améliore-t-elle ou atténue-t-elle les capacités de pensée critique des élèves? Est-ce que l'utilisation d'intelligence artificielle rend les élèves plus ou moins motivés? Vous avez des questions quand même intéressantes aussi. Comment peut-on enseigner les compétences de pensée critique quand les outils d'intelligence artificielle sont dans l'équation? Alors, du côté chez le personnel enseignant, on a du questionnement aussi. Comment adapter ces pratiques pour que l'intelligence artificielle soutienne la pensée critique des étudiants? Comment évaluer de façon critique la qualité et les limites des outils d'intelligence artificielle utilisés en classe? Comment décider de façon critique quand l'usage de l'IA est éthique et bénéfique en classe? Mais je vais revenir aux artistes que je vous ai, encore là, aux artistes, aux pas vrais artistes, là, que je vous ai présentés plus tôt. Nous, comme adultes, est-ce qu'on choisit d'écouter ou non ces artistes-là, ces chansons-là, de promouvoir des artistes au détriment de vraies personnes qui pourraient profiter de notre écoute, de notre visionnement pour gagner leur vie, par exemple? Puis qu'est-ce qu'on dit aux élèves quand j'amène la chanson d'un artiste
d'intelligence artificielle en classe, puis je le fais écouter aux élèves, mais je leur dis pas que c'est un outil, que ça a été créé par l'intelligence artificielle. Puis là, ils aiment ça, puis les autres, ils se mettent à écouter. Tu sais, nous, on doit être en mesure de faire preuve de pensée critique, de faire preuve de discernement, de faire des choix éclairés, de faire une utilisation éthique et éclairée aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir montrer aux élèves, montrer à nos collègues, aux parents, à toutes les personnes avec qui on est en contact, que nous aussi, on fait preuve d'esprit critique, de discernement, de transparence, etc. Okay? Puis c'est vers ça que mes exemples vont essayer de pointer tantôt. Des fois, vous allez dire, ben, ce que tu nous montres, c'est pas très éthique. Ben, c'est de la façon, c'est les choix qu'on fait. L'outil fait des choses, c'est ce qu'on fait comme choix d'utilisation de ce que l'outil nous donne. C'est ça qui devient important. Okay? Je passe à la transparence. L'utilisation qu'on fait, chacun et chacune, des outils d'intelligence artificielle, ça doit être transparent. On doit laisser savoir aux gens qu'on l'utilise, qu'on a fait des choses avec les outils d'intelligence artificielle. Dans ma présentation, je vous montre ici des symboles qui ont été proposés par Martin Peters. Puis si vous n'avez pas entendu Martin Peters parler parce qu'elle, c'est surtout au niveau du plagiat, mais de l'effet des outils d'intelligence artificielle, mais elle a fait aussi des instituts d'été avec le Centre Franco. Et ses présentations sont enregistrées, vous pouvez aller les consulter. C'est très, très intéressant. Très, très intéressant de voir et d'écouter qu'est-ce qu'elle a à dire. Elle est très, très perspicace, très juste. OK? Alors, si vous retournez, Jocelyn, au début de la présentation, troisième ou quatrième diapositive, vous avez le premier webinaire, vous avez le lien à la présentation dans cette diapositive-là. Alors, ce que Mme Peters nous propose ici, c'est des logos qu'on peut apposer. Puis j'ai vu plusieurs personnes qui utilisent ça dans mon conseil scolaire, au Cavelfo, dans d'autres conseils scolaires aussi. Donc ici, on a 3 logos. OK? Donc le premier, non-recours à l'intelligence artificielle. Si vous apposez ça au document, j'aurais pu le mettre dans ma présentation un peu partout, mais je vous mentionne où j'utilise le plus possible les outils d'intelligence artificielle. Donc, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour la création de ce document, pour la rédaction de ce courriel, pour la préparation de cette présentation-là, pour les images que j'ai utilisées, etc. Généré par l'intelligence artificielle, le deuxième, c'est ça ici, ça a été complètement généré par l'intelligence artificielle. Donc, je mettrai ce petit logo-là. Et aidé par l'intelligence artificielle. Donc, pas complètement généré, mais j'ai utilisé les outils d'intelligence artificielle pour m'aider à rédiger le courriel, à corriger mon texte, à préparer ma présentation, à créer des images, etc. Donc, si vous cliquez là-dessus, là, ça va vous mener à l'endroit où vous pouvez télécharger chacun de ces logos-là et vous pouvez ensuite les placer dans votre documentation pour faire preuve de transparence. Puis vous dites aux élèves, quand vous placez ces éléments-là, vous expliquez qu'est-ce que ça représente et vous dites aux élèves, regarde, je vous mets ça là, parce que moi aussi, je l'utilise. Si vous l'utilisez, je veux que vous fassiez la même chose. On doit être des modèles. Être transparent, c'est montrer aux personnes à qui on enseigne que c'est possible d'utiliser ces outils, mais il faut être transparent. OK? Donc, comme je viens de mentionner, c'est plus facile de demander de la transparence aux élèves. Donc, on peut demander de la transparence dans les attentes qu'on partage aux élèves en début d'année ou en début de semestre quant à l'utilisation d'intelligence artificielle. Si on est clair, je vais vous donner un exemple, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. On fait ça au Cavelfo. On demande aux enseignants de dire aux élèves en début de semestre, pour certaines tâches, je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire, où tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle et où tu ne peux pas. Si tu ne respectes pas mes consignes, ben c'est là où il y a des problématiques. C'est là où tes évaluations pourraient être peut-être les résultats obtenus pourraient être moins élevés, moins bons.
Pour chaque tâche, c'est important d'indiquer à quel moment ou à quels endroits l'IA peut être ou ne peut pas être utilisée. Par exemple, dans la recherche d'idées, si vous permettez aux élèves de demander à l'intelligence artificielle, à un outil d'intelligence artificielle, Hey, peux-tu m'aider? Je cherche des idées. OK, c'est bon. Si tu dis aux élèves, oui, tu peux l'utiliser à ce moment-là, mais il faut que tu me montres qu'est-ce que l'outil d'intelligence artificielle t'a proposé et quel choix tu as fait d'idées, parce que ces outils-là proposent plusieurs idées et tu dois en choisir. Puis là, si l'élève fait preuve de transparence, puis tu dis, ben là, dans la rédaction de ton texte, tu ne peux pas utiliser les outils d'intelligence artificielle. Puis là, tu dois montrer ton texte, puis après, dans la correction, tu peux utiliser l'outil d'intelligence artificielle pour corriger la grammaire, l'orthographe, éventuellement améliorer des phrases, mais on sait que si vous avez testé, si vous avez fait corriger les textes par des outils, vous allez voir que ces outils-là écrivent pas mal mieux que même des meilleurs écrivains quand ils demandent de reformuler des phrases. Moi, je me considère assez bon en français, puis j'ai déjà testé les outils, puis ça écrit pas comme moi j'écris, premièrement. Ça met des mots que je comprends. Moi, je comprends, mais la majorité des jeunes du secondaire ne comprendraient pas. Donc, tu sais, il faut être clair dans quand est-ce, à quel moment tu peux l'utiliser. On doit aussi demander aux élèves de nous dire, on a utilisé l'intelligence artificielle, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, mais pas nécessairement d'utiliser la bibliographie pour faire ça. Tu ne peux pas mettre ChatGPT comme source. OK? Je vous parle de ça dans la prochaine diapositive. ChatGPT, ce n'est pas une source. ChatGPT va chercher des informations qui lui sont fournies par des écrits de personnes. OK? Donc, je vais vous parler de ça dans un instant, mais je veux juste terminer ici au dernier point. L'utilisation de l'intelligence artificielle par les élèves peut faire partie de l'évaluation de la tâche aussi, dans la grille d'évaluation. J'en parle tantôt, OK? On peut demander aux élèves de copier-coller cet élément-là à la fin de leur tâche, puis d'indiquer à quels endroits ils ont utilisé les outils d'intelligence artificielle, par exemple pour les idées, 1 à 5. Puis là, ça revient au petit logo que je vous ai présenté tantôt. Si les élèves connaissent les logos, et là, vous leur présentez ça, et vous leur demandez de copier-coller ça à la fin de leur tâche, et d'évaluer d'indiquer leur utilisation de l'intelligence artificielle, bien, encore là, vous encouragez la transparence chez l'élève. Et vous pouvez retrouver cette image ici, à télécharger. Encore là, si vous cliquez sur l'image, ça vous mène au site de Mme Peters et vous pouvez le télécharger. Vous l'avez aussi en anglais ici, parce que la source, à la base, c'était Mike Solomon. Donc, ça a été traduit par Mme Peters et placé ici sur son site web. Donc, c'est une ressource que vous pouvez utiliser. Montrer que vous êtes transparent, demander aux élèves d'être transparents et, vous créez cette habitude chez vos élèves, chez les élèves dans vos classes, et ça devrait se transporter éventuellement au poste secondaire, dans le domaine du travail, etc. On espère, évidemment. Donc, si je vous parlais de bibliographie, la page précédente, l'IA n'est pas un auteur. C'est pas moi qui dis ça. OK? Mme Peters l'a mentionné dans sa présentation. D'autres personnes l'ont mentionné et de plus en plus, on s'éloigne de la citation des outils d'intelligence artificielle pour plus une divulgation de j'ai utilisé les outils d'intelligence artificielle, tels outils, tel genre de requête à tel endroit, etc. Quand c'est arrivé en novembre 2022, notre première réaction, c'est OK, il faut qu'on trouve une façon de demander à l'élève de nous citer, de nous dire j'ai utilisé ChatGPT, j'ai fait telle requête, telle date, etc. Mais on ne comprenait pas nécessairement tout le fonctionnement et tout ce qui allait avec ça. Donc, en comprenant mieux, avec le temps, ben, on s'est dit que hey, les droits d'auteur des personnes qui fournissent l'information aux outils d'intelligence artificielle, ben, ça doit être respecté. Fait
un élève qui recueille des informations, il peut demander, puis les outils sont de plus en plus efficaces pour fournir des sources valides. Il y en a qui hallucinent encore, il y en a qui créent encore des fausses références. Et c'est là où on doit faire preuve de pensée critique pour dire, ben ça, cette source-là, à cette information-là, n'est pas bonne. Fait que je ne l'utiliserai pas, puis je n'utiliserai pas cette information-là. Encore là, c'est de l'enseignement qu'on doit faire autant aux adultes qu'aux élèves. Donc, où ça s'en va maintenant, c'est on va avoir la bibliographie où l'élève va aller avoir été chercher les vraies sources des informations qui ont été fournies aux outils d'intelligence artificielle qui ont fourni aux élèves et ils vont pouvoir les placer pour dire ça vient de tel endroit, puis je peux dire que ça vient de tel endroit parce que je l'ai vérifié. Et à la suite de la bibliographie, on va vers une divulgation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y en a qui parlent de IA-graphie. Au lieu de bibliographie, c'est IA-graphie. Mais j'aime pas trop le terme, là. Mais donc, tu fais ta bibliographie, puis en dessous, divulgation d'utilisation d'IA. Et là, l'élève peut énumérer les utilisations qu'il a fait, les genres de requêtes qu'il a utilisées, pour permettre de mieux comprendre comment la personne a accumulé ses sources puis a accumulé ses informations. OK. So là, j'ai parlé, on est déjà à l'heure, on a 1 heure et demie. Passons à l'action, je vais vous faire quelques petites démos. OK? En passant, ces images-là, je vais vous faire des démonstrations d'images, mais je vais vous montrer comment je les ai créées avec Canva en passant. Donc, création d'images, justement. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Moi, les outils que j'ai explorés ou qui sont peut-être les plus recommandés là, sont présentés ici. Cette image-ci, vous voyez le petit symbole de Gemini ici, là, ça a été créé par Gemini. J'ai demandé, fais juste me créer une image, n'importe quelle image. Puis c'est l'image que j'ai choisie. Canva, je vous l'ai mentionné, Canva, c'est un outil gratuit, okay, disponible à tout le personnel enseignant. Puis là, je vais aller ouvrir Canva. Il est ici. Il est ici. OK. Donc, c'est en zoom ici. Là, je vais juste réduire un petit peu. Vous allez revoir des images. J'ai fait plein de recherches pour aller créer des images pour la présentation comme telle. OK? Puis je vous explique un petit peu mon processus. Là. OK? À chaque fois que je demande à un outil d'intelligence artificielle de me créer une image d'intelligence artificielle, c'est toujours dans les tons de bleu, noir, foncé, violet. Puis, c'est tanné un petit peu de ça. C'est pour ça que les couleurs que j'ai choisies pour ma présentation, c'est un peu plus vivant. C'est du rouge. Donc, ce que j'ai commencé à faire, OK, c'était juste comme, vous voyez ma requête ici, là. Je ne peux pas la souligner, là, mais la requête est ici, IA en action. Puis c'est ça que ça m'a donné. Okay? Puis dans Canva, tu peux choisir le style. C'est très, très intéressant, Canva, pour la création d'images. Puis ça ne crée pas juste une image. À chaque fois que je faisais une requête, ça me créait 4 images différentes. Puis ça me permettait de hey, ça, c'est pas pire, ça, j'aime moins ça. Ça, c'est différent. Fait que j'ai beaucoup aimé utiliser Canva et je l'ai utilisé de plus en plus. Okay? Laptop avec des mains d'utilisateur et IA en action à l'écran. OK, encore là dans le même ton de bleu, de violet, de mauve, foncé. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, parce que là, j'explorais la même requête avec les différentes, les différents thèmes un petit peu. Vous voyez, lancer le rayon, créatif. Je vais vous montrer c'est quoi. Là, j'ai commencé à dire, peux-tu me donner ça dans des couleurs plus rouge, orange, jaune? Ici, laptop avec main d'utilisateur et IA en action à l'écran, dans les couleurs plus rouge, jaune et orange. Puis là, bien, évidemment, la première couleur, j'ai mis c'est rouge, fait qu'il y a plus de rouge. Vous allez voir tantôt que j'ai mis orange en premier, puis c'est plus orange. OK? Puis lancer le rayon. Puis là, j'ai pris, je pense que c'était cette image-ci pour mettre dans ma présentation. Là, tu vois, je peux la télécharger, je peux la modifier. Je peux faire plusieurs choses avec les images. Là, j'ai revenu, j'ai fait IA comme tuteur. Okay? Encore là, les mêmes tons de bleu. J'ai dit non, peux-tu me donner ça en orange, rouge et jaune? OK? Puis là, je vais vous montrer, je vais faire des requêtes. Là. Vous voyez là, les tons. Je suis allé chercher des tons qui allaient un petit peu plus avec ma présentation.
Puis j'ai été avec les différents thèmes. Comme ici, c'était lancer de rayon. Ensuite, c'était créatif. Ensuite, c'était bokeh. J'ai aucune idée c'est quoi, mais je l'ai essayé. OK? Puis ensuite, rendu 3D. Ensuite, cinématique. Puis là, ben, je suis tombé ici là, avec d'autres. Ah, j'ai choisi cette image-là. Vous allez la voir à un moment donné dans la présentation. Ça, c'est pour ma dernière diapositive. Je cherchais questions-réponses en tête orange, rouge et jaune dans la thématique lancer de rayon. Puis là, j'ai changé dans la thématique macro, dans la thématique rendu 3D, puis j'ai choisi celle-là. OK? Puis je trouve ça très intéressant, la façon dont vous allez dans Canva, à la page d'accueil, puis là, vous choisissez IA Canva, ici. OK? Puis là, ça t'amène, OK, décrivez ce que vous voulez faire, puis qu'est-ce que vous voulez faire. Je veux faire une image. Je commence là. Donc, ça me ramène à mon élément d'image. Je peux choisir le style. C'est ça que je vous disais tantôt, le style. Intelligent, concept cinématique, créatif, bokeh, macro. Il y en a plusieurs. J'ai même utilisé pop art dans quelque chose que j'ai fait. C'était très intéressant. Alors, disons, je choisis pop art. Là, je peux choisir le format de mon image. 16 par 9, 9 par 16. 1 par 1, 4 par 3, 3 par 4. Puis là, je choisissais du 3 par 4, puis ça faisait bien dans ma présentation. Si je fais des images carrées 1 par 1, ben, 1 par 1, là, c'est un ratio. Puis là, je vais dire, je sais pas moi, on va chercher joueur de baseball. Donc, simple comme requête, aucune couleur, juste. Mais plus que tu donnes de la précision dans ta requête, plus que ton image va être précise. Regardez la rapidité avec laquelle les images sont produites. ChatGPT n'est pas aussi rapide que ça, puis il produit une image. Version payante, là. OK? Va chercher, vous voyez les images qu'ils ont créées rapidement, puis je n'ai pas donné de teinte, je n'ai pas donné rien. Là, je peux prendre l'image, la modifier, la télécharger. Une image comme ça, si je voulais l'utiliser parce que l'arrière-plan est noir, je pourrais le télécharger et ensuite enlever l'arrière-plan, puis ça deviendrait une image transparente que je pourrais mettre partout. Très, très efficace, très utile. J'ai vraiment aimé utiliser Canva. Je vous suggère d'explorer parce que c'est gratuit aussi. Presque toutes les fonctionnalités. Il y a la version pro, mais les fonctionnalités sont très, très utiles. Puis très faciles à utiliser. Puis là, vous pouvez faire plus que ça. Ici, je parle des images, là. Je peux vous montrer rapidement. Ça, c'est une version ChatGPT gratuite. Donc, si je demande la même question, mais là, il faut que je pose ma question, je n'ai même pas mis mon X. Pas grave, hein, si vous faites des fautes, là, il ne reconnaît pas les fautes. Mais là, j'ai dit, peux-tu me créer une image d'un joueur de baseball? Il va me créer une image. Là, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps. Ça, c'est la version gratuite. OK? Ben là, on n'attendra pas, on va aller voir un autre outil. On va aller dans le Gemini en attendant. Juste un nouveau clavardage. Je pose la même question. Là, je suis dans mon compte du Cavelfo ici, là, pour vous montrer. Là, je lui demande de me créer une image d'un joueur de baseball en passant le nouvel outil Nano Banana de Gemini vient d'être mis en ligne dans les dernières semaines. OK? Donc, tu peux voir l'image ici. Si je l'ouvre en plus grand, ça me crée une image. C'est une image créée basée sur des informations qu'il y a de ce que c'est un joueur de baseball, ici dans cette situation-là au bâton. OK? Donc, un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'était Gemini. On a ChatGPT qui m'a préparé cette image-là. Donc, le gars qui passe en dessous de la balle ou qui a déjà frappé la balle, je ne sais pas trop. Qualité d'image, OK? Puis là, ben, si je veux avoir un style différent, il faut que j'y dise. OK? Tandis que dans Canva, ben, je peux choisir mon style, puis là, je peux aller dans la précision de ce que je veux dans mon image. Explorez ça, mais vous voyez que dans ma présentation, les images que vous avez vues, là, si je reviens aux pages précédentes, comme celle-ci, c'est une image créée par Canva. J'ai vraiment aimé utiliser l'outil.
je vous le suggère. Donc, je vous ai présenté ChatGPT, Gemini. GenCraft, en passant, il y a un lien sur chacun des éléments de texte. Ça mène à GenCraft. GenCraft, je ne me suis pas créé un compte. OK? Pour commencer à l'utiliser, si j'y demande, là, vous allez voir. Je vais l'écrire en anglais. OK, create an image. Là, ça va me dire qu'il faut que je me connecte avec Google pour pouvoir avoir accès. Je ne voulais pas le faire, mais une des choses qui est intéressante avec GenCraft, c'est que tu peux avoir, évidemment avec des versions payantes, ton propre style. Fait au fur et à mesure où tu demandes des requêtes puis tu ajustes tes images, ça va créer ton propre style dans l'outil, puis ça va créer des images toujours dans ton style. Donc, c'est comme si tu étais un artiste, je ne sais pas moi, pop art, là, tout le temps, ou presque tout le temps, puis les images seraient créées dans le même style. Donc, tu fais de l'entraînement de l'outil avec tes requêtes, puis j'ai cette image-là, tu peux-tu préciser tel élément, puis ça va te créer un style éventuellement, comme si l'outil te connaissait. Les outils apprennent à te connaître, plus tu utilises ChatGPT, par exemple, dans la version payante, là, plus tu l'utilises, plus qu'ils connaissent que tu sais, un petit peu ton style de requête, puis de ce que tu veux avoir comme documentation et tout ça. Même chose pour Gemini, puis même chose pour d'autres types d'outils d'intelligence artificielle. Ça, c'est à prendre en considération. Alors, je vous présentais juste ça rapidement. OK? Donc, je reviens ici, ça me montre le ChatGPT. Donc, évidemment, la qualité de l'image va dépendre de la qualité de la requête que tu fournis. Dans Gemini ou dans ChatGPT, si je demande juste une photo de joueur de baseball, une image de joueur de baseball, on va me produire une image de joueur de baseball. Si je veux une image d'un joueur de baseball dans un style particulier, avec un uniforme d'une telle couleur, etc., juste, tu sais, comme une carte de baseball dans le temps, par exemple, ben, il faut que j'y dise toutes ces choses-là. Il faut que ma requête soit de plus en plus précise pour que j'aie une image représentative de ce que je veux avoir. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, là, si vous en connaissez un peu sur l'intelligence artificielle, que à chaque requête que vous faites, bien, ça fait travailler les serveurs, ça fait chauffer les serveurs et il faut les refroidir. Okay? Donc, plus que vous faites de requêtes, bien, plus que ça prend d'eau pour refroidir les serveurs. Donc, dès le début, plus que ta requête est précise, bien, moins que tu as un effet environnemental dans ton utilisation d'intelligence artificielle, parce que moins de requêtes égale moins de réchauffement des serveurs, égale moins de besoin de refroidissement. Là, c'est la roue qui tourne aussi. Alors, c'est de même dans n'importe quelle utilisation, que ce soit pour du texte, que ce soit pour création de vidéo, quoi que ce soit. Bien, plus ta requête est précise, plus la réponse, le résultat va être précis et va probablement respecter ce que tu recherchais vraiment. OK? Donc, puis ça va être la même chose dans l'IA générative de texte. Ici, je ne ferai pas une démonstration d'IA générative de texte. C'est tout simplement pour vous parler de, bon, ben, tu sais, si je vous montre ici ChatGPT, puis je fais juste faire une requête textuelle, peux-tu me trouver de l'information sur le cycle de l'eau, par exemple? Puis là, ça va te produire de l'information sur le cycle de l'eau. Puis là, tu peux lui demander, ben, peux-tu me donner des sources, des choses comme ça. Mais à chaque requête que tu fais, encore là, ça va demander du travail. Donc, ça fait du réchauffement de serveur, etc. Donc, encore là, plus de précision dans ta requête égale meilleure réponse, une réponse plus complète. Fait que si j'étais pour demander à ChatGPT, peux-tu me parler, me présenter, m'expliquer le cycle de l'eau et me donner tes sources d'informations, comme ça je peux consulter et m'assurer que les sources sont bonnes. Dès la première requête, ben, au moins j'élimine une étape, là. OK? Donc, j'élimine une requête, j'élimine un besoin d'avoir à demander à l'outil d'intelligence artificielle d'être plus précis. Alors, ça, c'est l'IA générative de texte. OK? On parle de ChatGPT, Gemini, Copilot. Je ne connais pas vraiment pour Copilot. Je n'ai pas accès à Copilot payant, là. Puis aussi, j'utilise Gemini et ChatGPT, donc je ne vois pas l'utilité d'aller explorer. Copilot, trop. Claude non plus.
mais Claude est très bon dans certains domaines comme le codage, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par où commencer? Ben, tu peux lui demander, par exemple, de réviser ton texte. Tu sais, simplement, tu peux-tu juste corriger? Puis il faut que tu te dises, hein, si tu as un texte à faire corriger à ChatGPT, puis tu dis, peux-tu corriger mon texte? Mais il ne va pas juste corriger l'orthographe, il va peut-être l'améliorer. Fait que faut que tu lui dises, peux-tu corriger la grammaire et l'orthographe? Puis ça, j'ai appris ça. C'est comme utiliser Antidote, hein? Antidote, là. Les gens, ils disent pas, ah, tu as utilisé Antidote, mauvais garçon, parce que tu as utilisé un outil d'intelligence artificielle pour corriger ton texte. On faisait pas ça avec Antidote. Mais là, on se dit, j'ai vu une consigne d'un prof universitaire qui disait, en aucun temps, même pas pour corriger ton texte, tu peux utiliser les outils d'intelligence artificielle. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Pourquoi on dirait ça à des gens? Est-ce que le prof préfère recevoir des textes qui sont pratiquement illisibles parce que les élèves n'ont pas utilisé les outils à leur disposition pour améliorer la qualité du texte? Moi, je me posais de sérieuses questions quand j'ai vu ça. On peut utiliser Antidote, mais on ne peut pas utiliser ChatGPT pour corriger nos textes. Ils sont très efficaces. Gemini, Copilot sont tous très efficaces pour nous aider. Mais la requête doit être précise. Comme, peux-tu corriger mon texte, mais juste la grammaire et l'orthographe? Juste ça, puis ça, c'est ce que j'ai appris à mes proches. C'est si tu veux faire corriger ton texte, fais juste demander, puis dis juste la grammaire, l'orthographe, la syntaxe. That's it. OK? Améliore pas mon texte, puis mets-moi pas des mots que je comprends pas, là. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Tu sais, tu rédiges des courriels aux parents, mais tu veux t'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans ton courriel. Demande à un outil d'intelligence artificielle de t'aider. Même les versions gratuites de ChatGPT, par exemple, vont te permettre de faire ça, vont te permettre d'améliorer ta rédaction. Et, hey, moi, je le sais, quand je reçois des courriels de profs, de mes enfants, c'est bourré de fautes, ça me tanne un petit peu. J'en fais pas un gros cas, mais ça me tanne. Je préfère recevoir un courriel bien écrit avec. Hein, donc comme enseignante ou comme enseignant, ben, je vous encourage de le faire. Et vous pouvez utiliser au bas du courriel les petits logos que je vous ai présentés tantôt sur j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé ou j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide, il a corrigé mon texte. Hey, c'est transparent. OK? Améliorer ou rédiger une réponse à courriel. Tu sais, tu peux. Gemini, par exemple, tu peux payer plus pour avoir la fonctionnalité pour t'aider à rédiger les réponses à des courriels. Évidemment, tu ne demandes pas à un outil de rédiger un courriel, tu fais juste prendre le courriel et l'envoyer comme ça. Tu fais preuve de discernement. L'humain doit décider qu'est-ce qui va être envoyé. Si tu ne lis pas le courriel puis tu fais juste l'envoyer, là, ben, tu ne fais pas ta job. Tu fais pas, en anglais, ils appellent ça due diligence, là. Tu prends pas les précautions pour t'assurer que ce qui est dans le courriel, c'est vraiment ce que tu veux dire. Puis s'il met des mots que tu comprends pas, puis quelqu'un te répond, dit qu'est-ce que tu veux dire par ça, puis tu n'as aucune idée, ben voyons, c'est ton problème. Donc encore là, l'humain doit décider qu'est-ce qu'il fait avec ce que les outils d'IA lui proposent. OK? Ça m'est déjà arrivé. Moi, des fois, j'ai tendance à répondre à un courriel. Puis là, j'en dis ça, je dis, voyons, non, je suis donc bien bête. Fait que je peux demander, peux-tu adoucir le ton? Voici la situation, par exemple. Peux-tu me donner des suggestions? Aider pour formuler une introduction ou une conclusion d'un texte, tu sais, comme, voici mon texte, puis j'ai une introduction, mais je ne suis pas certain qu'elle est bonne. Peux-tu me donner des idées à savoir qu'est-ce que je peux mettre dans mon introduction, comment je pourrais la structurer, sans nécessairement demander à l'outil, fais-moi là une introduction pour ce texte-là. Parce qu'encore là, pas très éthique, ça ne fait pas preuve de grande pensée critique. Mais l'outil peut être un genre de tuteur, puis c'est la prochaine diapositive, c'est on peut converser avec l'intelligence artificielle. Hey, j'ai ce texte-là. Est-ce que tu penses que c'est approprié pour des élèves de sixième année? Exemple, OK? Puis, peux-tu me suggérer des formulations qui sont peut-être plus à un niveau d'élèves de sixième année? En Ontario français, comparativement au Québec, là, si tu es précis dans ta requête, tu dis mes élèves sont en sixième année dans une école en Ontario français, peux-tu vérifier mes consignes pour voir si elles sont claires pour elles, pour eux? Et sinon, ben, puis là, tu as une conversation.
Puis là, il te revient avec une réponse. Ah, j'aime pas tellement cette phrase-là, mais j'aime beaucoup cette idée-là. Tu peux-tu me créer une autre phrase, une phrase différente? Les élèves peuvent utiliser aussi les outils d'intelligence comme tuteur. Par exemple, j'ai un concept que le prof a expliqué en salle de classe. J'ai demandé de l'aide à un collègue. Ça n'a pas, tu sais, j'ai pas très bien compris. Tu peux-tu me donner des explications plus simples, plus détaillées, en étapes, etc. Et les outils d'intelligence artificielle, ben, écoute, c'est des machines. Fait que tu lui dis de faire quelque chose, il va faire quelque chose. C'est comme une auto. Tu pèses sur le gaz, l'auto avance. Tu pèses sur le frein, l'auto arrête. Ben, c'est une machine. Il faut voir ça un petit peu comme ça. Fait que si tu lui demandes, peux-tu m'expliquer tel concept? Ben, il y a toutes les connaissances qui existent sur ce concept-là. Il va aller les chercher. Puis là, si l'élève dit, mais je suis en 9e année, mon prof a expliqué ça en classe, puis si je comprends toujours pas, tu peux-tu me l'expliquer plus en détail, mais à mon niveau? OK? Donc, c'est une façon que les élèves peuvent l'utiliser. Puis, dans le site Initiative Cavelfo, on a 2 ressources qui, pour les élèves, je vous les présente à l'écran. L'IA pour m'aider à mieux comprendre. OK? Donc, ça explique comment utiliser l'outil d'intelligence pour mieux comprendre des concepts, par exemple. OK? Je ne sais pas pourquoi que l'autre page ne paraissait pas là. Hey, bizarre. OK? Donc, en tout cas, ça, c'est une des ressources. Je vais aller réviser la ressource pour m'assurer qu'elle fonctionne bien après la présentation. Et l'autre ressource, c'est, par exemple, utiliser l'IA en appui à la préparation. Hey, ça me donne le même lien. Ah, je n'ai pas mis le bon lien sur la deuxième ressource. Vous voyez qu'il y a 2 liens. Je vais corriger ça après la présentation pour mettre le bon lien à la deuxième. Mais encore là, on a des ressources dans le site Initiative Cavelfo. Si vous avez vu ma première présentation, ben, j'en ai parlé là. Et sinon, vous pouvez vous y référer aux premières diapositives et le lien que Rémi a mis dans le clavardage. Alors, on peut utiliser les outils d'intelligence artificielle comme tuteur. Je vais vous parler de GPT et de GEM pour des tâches répétitives. Puis je vais vous faire une couple de petites démonstrations vite faites, là. Je vois que le temps file, il nous reste une dizaine de minutes, puis je veux finir ce que je veux vous présenter. Alors, on va aller premièrement dans Gemini, parce que je reviens ici, je vais vous présenter un gem. OK, c'est quoi un gem? Puis je reviens à ma présentation. Donc, un GPT et un gem personnalisé, là, ça a à peu près les mêmes fonctions. OK? Donc, un GPT personnalisé, c'est une version de ChatGPT configurée pour accomplir une tâche précise selon des instructions que tu définis. C'est en quelque sorte un GPT sur mesure, OK? Adapté à un besoin particulier grâce à des règles et des documents ou des outils que tu lui fournis. Donc, des instructions. Tu nourris ce GPT ou ce gem-là avec des instructions, puis des détails, de la documentation, une grille d'évaluation, des choses comme ça. Et l'outil va répéter la même tâche à chaque fois que tu vas lui demander de répéter cette tâche-là. Donc, c'est la même chose pour un gem de Gemini. Je vous en présente 2. OK? Je vais passer à travers rapidement les informations, mais je vais vous montrer comment ça marche. OK? Il y a un GPT, vous avez un lien ici, là, si vous cliquez sur Outils d'enrichissement, qui est une traduction d'un outil créé par un collègue anglophone, Peter Beans. Je lui ai demandé la permission de pouvoir le traduire. Je l'ai ajusté au contexte franco-ontarien. Fait que je vous montre cet outil-là et il faut que j'aille trouver mon outil d'enrichissement de tâches. OK? Qu'est-ce que ça fait, ça? Je vais juste copier ici les consignes, là. Donc, vous pouvez accéder à ça, même dans la version gratuite de ChatGPT. Fait que tu peux demander d'adapter la tâche selon Adapt. Adapt, c'est ça fait partie des instructions, là, mais je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, à chaque fois que tu demandes à l'outil d'enrichissement de tâches la question, puis tu choisis, par exemple, peux-tu enrichir cette tâche? Là, je vais coller les consignes. OK, les consignes ici. Les élèves doivent rédiger une courte explication de 1 à 2 paragraphes montrant comment un événement majeur de l'histoire canadienne après la Première Guerre mondiale a influencé des vies de Canadiens ordinaires. Ils doivent choisir un seul événement, etc. Là. Contexte de la classe, cours d'histoire canadienne 10e année,
Voici ce que les élèves ont appris, etc. OK? Fait que là, je dis, peux-tu m'enrichir cette tâche? Voici les consignes. Puis là, ça me donne la tâche révisée pour les élèves. Puis ça explique à l'élève ta mission, choisir un événement, etc., selon mes consignes. Voici ce que tu dois faire, présenter l'événement, expliquer son importance, entre ton explication dans des situations réelles, rends ton raisonnement transparent. Critères de réussite. Donc, voici les critères de réussite pour l'élève. C'est comme une liste de vérification. OK? Ligne directrice pour l'usage de l'intelligence artificielle. Version simplifiée pour les élèves. Tu peux utiliser l'IA seulement pour clarifier un mot, un concept ou une consigne, faire un remue-ménage, organiser tes idées, corriger l'orthographe ou la grammaire d'un texte que tu as entièrement rédigé toi-même. Ce que tu ne peux pas faire, c'est écrire tout ou en partie ton explication, etc. Là, tu le vois ici. Transparence obligatoire, ce que je vous parlais tantôt. On demande ici, dans la description de tâche, d'être transparent. Ensuite, il y a des notes pour l'enseignant, notes pour l'enseignante et options d'enrichissement facultative. Donc, à chaque fois que tu utilises cet outil-là, tu peux retourner à cet outil d'enrichissement-là, donner un contexte. Je vous donne un exemple où on pourrait... on le fait juste dans le chat GPT régulier, mais c'est le temps des fêtes. Puis, je connais quelqu'un qui a enseigné un cours de droit 11e année. Puis, vous connaissez le film Home Alone. Donc, la personne voulait créer une activité basée sur le film Home Alone dans lequel les élèves devaient identifier toutes les infractions au code criminel, quelles seraient les pénalités, pourquoi c'est une infraction, qu'est-ce qui explique que ça l'est, etc. Créer une activité basée sur ça. Donc, encore là, on pourrait aller ici, écrire les consignes générales qu'on veut et l'outil nous permettrait de créer une description de tâche pour l'élève, des considérations pour l'enseignant, pour l'enseignante, pour la tâche que tu voudrais que les élèves accomplissent. Tu peux même lui demander de faire une grille d'évaluation basée sur la grille d'évaluation du curriculum de l'Ontario. OK? Puis là, tu n'as pas besoin de tout prendre ça pour du cash puis donner ça aux élèves. Ça revient à tout ce que je vous dis depuis tantôt. Si tu prends ça, tu donnes aux élèves sans lire, sans ajuster, sans dire ouais, j'aime ça, mais j'aime moins ça, puis ajuster, ben tu ne fais pas vraiment preuve de discernement et de pensée critique. Ça te donne quelque chose, tu prends ce que tu aimes, tu élimines ce que tu ne veux pas, tu ajustes, tu le rends au vocabulaire que tu veux, tu révises comme il faut et tu remets par la suite aux élèves. Prends pas ça juste de même pour créer un document puis le donner aux élèves. OK? Mais c'est un outil qui existe, puis je vous l'ai présenté. Je voulais vous le montrer parce que j'ai trouvé ça très intéressant quand Peter me l'a présenté, puis j'ai dit, ça serait bon d'avoir une version française, fait que je vous l'offre ici. Je vous montre un gem, vite fait. OK? Ça, c'est un gem. OK, vous voyez ici, là, le gem, on l'a nourri d'instructions, puis voici la liste d'instructions. C'est un de mes collègues qui a fait ça, j'ai aucun crédit. Un de mes collègues a fait ça en bio, un SBI CATU. OK? C'est des directives pour donner de la rétroaction aux élèves sur une tâche que l'élève a accomplie. Donc, vous voyez toutes les instructions. On a tout inclus, ces instructions-là. Là, je n'irai pas en détail dans les instructions. OK? Donc, vous avez toutes les instructions. On les a placées dans Gemini. Et là, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais aller chercher 2 documents. C'est vraiment une tâche sommative produite. Et encore là, je ne vous dis pas d'utiliser ce que l'outil vous donne pour remettre aux élèves. Ça vous donne des suggestions de recommandations ou de rétroaction pour les élèves. Je vais prendre les 2 documents, je vais les placer ici, puis là, ça va faire feedback on infographic and text. C'est ça les directives qu'on a nourries. OK, voici la tâche, les documents qu'un élève aurait remis. Et voici maintenant, à chaque fois qu'on demande à l'outil de faire ça, ça va refaire la même analyse avec les mêmes instructions sans avoir à redemander ma requête à chaque fois. C'est comme un outil
d'intelligence artificielle juste pour faire ça. OK? Donc, là, vous voyez, ça prend un petit peu de temps, là. OK? Parce que ça travaille. Ça analyse la documentation remise selon les instructions pour fournir des suggestions d'évaluation et de rétroaction. Ça peut vous aider à améliorer ce que vous faites comme rétroaction, par exemple. Vous voyez, là, ça prend un petit peu de temps. Je le laisse travailler, mais quand la rétroaction va paraître, là, j'y reviendrai dans un instant. Donc, c'est des tâches répétitives que tu refais tout le temps. Donc, tu n'as pas besoin de réécrire la requête. Elle existe dans le gem et tu demandes à l'outil de le refaire à chaque fois. Ouh, hey, le temps file. Je parle de Notebook LM rapidement, qui est je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a ici. Un outil qui analyse, organise et résume des documents pour faciliter la compréhension. Ça sonne trop beau pour être vrai, mais ça existe vraiment. OK? Notebook LM, c'est un assistant de recherche personnel basé sur l'IA qui vous aide à analyser, résumer, générer du contenu à partir de sources de votre choix. OK? Je vous montre ça rapidement, là, ça permet de produire certaines choses. Je vous montre rapidement. J'ai inclus dans ce notebook différents liens. C'est moi qui est allé les chercher, je les ai ajoutés, là. Puis j'ai demandé de rechercher rapidement et on peut lui demander d'importer différentes sources. OK? Il est allé sur le web, chercher des sources, il les a ajoutées, etc. Là, ça va vous donner des résumés comme un résumé audio. Écoutez ça. Oh non, ça, c'est une présentation. Vidéo. Bienvenue. Aujourd'hui, on se transforme en détective. On part en mission pour résoudre le grand mystère de notre époque, celui des changements climatiques. Bon, comme dans toute bonne enquête, on commence par quoi? Par les faits. Et le fait de base, c'est que le climat de notre planète est en train de changer. Ça fait comme un podcast avec un peu vidéo. Il y a c'est aperçu audio. Puis dans l'aperçu audio, on peut même... Vas-tu commencer? Il y a une statistique que j'ai lue dans l'Atlas climatique du Canada qui est assez frappante. En gros, ça dit qu'une génération entière de Canadiens n'a jamais connu ce qu'on appelait avant un climat normal. Toutes les années depuis 1998 ont été plus chaudes que la moyenne. Donc, ça crée comme un podcast audio basé sur les sources que je lui ai données, pas d'autres choses. OK? C'est juste les sources. Ça. Je peux mettre des documents PDF, des éléments qui viennent de mon drive, des choses comme ça. Je vais vous montrer d'autres choses. Ça a créé comme un questionnaire sur le climat d'après les 4 sources originales. Donc, on peut utiliser ça pour faire de la revue. OK? Je vais réduire ça. Je vais vous montrer une infographie qui est ici, l'essentiel du changement climatique. Basé sur les sources que j'ai fournies. Donc, Notebook LM, qui est Google. Okay? Ça fonctionne avec le Drive. Toute personne qui a un compte Google a accès à Notebook LM, mais ça te permet de simplement ajouter des ressources, demander de créer. Là, je les ai fait créer au fur et à mesure, là, mais je peux faire même un jeu de diapositives, une carte conceptuelle sur les changements climatiques. Vous voyez, c'est tout créé automatiquement selon les informations fournies. Alors, encore là, je vous encourage d'explorer l'outil. Faute de temps, je ne peux pas tout vous montrer, là, mais je vais revenir ici parce que je veux compléter ma présentation. Puis il est 6 heures dans 1 minute. Ma dernière réflexion, c'est l'évaluation. J'en parlais tantôt. J'essaie de finir rapidement, mais je pense que l'élément important ici, c'est que l'évaluation n'est pas une fin. Ce n'est pas juste le produit final qu'on doit évaluer, mais tout le processus. OK? Donc, qu'est-ce qu'on évalue? Comment on s'y prend? Puis par où commencer avec l'intelligence artificielle? Bien, premièrement, il faut changer sa façon de voir les choses et changer ses évaluations pour les rendre plus authentiques. Pendant un certain montant de temps, on essayait de faire des tâches qui n'étaient pas Googleables. On ne pouvait pas juste aller chercher les réponses sur Google et les fournir. Mais là, on doit avoir des tâches qui ne sont pas ChatGPTables ou pas IAbles. C'est-à-dire que
c'est pas juste l'IA qui va faire la tâche pour l'élève, comme des dissertations, par exemple. Tu sais, c'est beau faire. On ne peut pas éliminer les dissertations, mais il y a tout le processus de dissertation, de création de la dissertation, remis-ménage au plan, au brouillon, etc. Toutes ces étapes-là doivent maintenant faire partie de l'évaluation. Puis on doit remplacer aussi les évaluations par des évaluations authentiques. De plus en plus, les enseignants en ligne au Cavelfo, par exemple, vont faire des entrevues avec les élèves pour s'assurer qu'ils ont saisi, maîtrisé les concepts à étudier à l'intérieur de leur cours ou à utiliser dans la création de leurs tâches. Je vous présente une coupe de liens ici sur l'évaluation authentique. OK? Puis, je parlais des preuves d'apprentissage. Ça fait partie de toute l'évaluation. On ne peut pas juste évaluer le produit final, mais toutes les preuves d'apprentissage doivent faire partie de la triangulation qu'on fait auprès des élèves. Il y a ici un webinaire du Centre Franco sur la triangulation. Puis ça, c'est l'image que vous avez sûrement déjà vue du Centre Franco au sujet de la triangulation. Donc, je vous place cela, mais c'est très, très important de ne pas juste évaluer la production finale. J'ai dit évaluer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bien, là, vous devez penser que je suis fou, mais non. Dans les grilles d'évaluation, par exemple, on peut évaluer, tu sais, si on demande à l'élève d'utiliser l'intelligence artificielle à certains endroits dans la création de leurs tâches, comme la recherche, par exemple, ou la recherche d'idées, la création de plans, l'évaluation, la correction, excusez, de son texte, bien, on peut intégrer ça comme mise en application ou comme habileté de la pensée dans des grilles d'évaluation. Je vous montre une grille d'évaluation vite faite d'un collègue du Cavelfo. Je vais l'ouvrir, là. Ça sent bien. Puis je vais finir avec ça. Allez, allez. Puis, en passant, il y a 2 ressources qui s'en viennent dans notre site Initiative Cavelfo. Un titre ma grille, là. Je vais juste fermer ça. Je vous montre la grille vite fait. Je vais fermer ça pour vous montrer à quels endroits on peut. Mon ordinateur travaille fort. Regardez ici, là, dans Habileté de la pensée. OK, je vous montre ça ici. L'élève se sert de l'IA pour générer des idées et en fait la synthèse. Organise ses idées, justifie ses arguments, utilise des citations pertinentes qui appuient l'argument. Donc, on peut évaluer comment, si on dit, hey, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour générer des idées, mais tu dois m'expliquer comment tu as choisi les idées. Donc, tu vois que, par exemple, ça c'est un exemple, mais on commence à l'intégrer, nous, dans nos grilles d'évaluation. Là, je vous mentionnais 2 ressources. Vous voyez, la petite main qui vous montre ici. Ces 2 ressources, tableau synthèse d'intégration, compétences et utilisation pédagogique de l'IA. Donc, comment on peut intégrer l'IA dans nos grilles d'évaluation avec des exemples. Et ici, c'est une ressource qui s'en vient aussi au sujet de l'intégration de l'IA aux grilles d'évaluation. Alors, je vous offre ça en primeur un petit peu. Ça s'en vient dans notre site Initiative Cavelfo aussi. Je ne pensais pas avoir assez de matériel pour me rendre, même passer 6 heures, mais finalement, j'en ai trop dit, je pense, mais j'espère que ça a été profitable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je peux même rester en ligne avec vous si vous avez des questions ou vous voulez des suggestions. Je suis disponible pour vous. Rémi? Merci beaucoup, Daniel. Quelle aventure. Je te dis que tu as amené un peu partout. La FAO peut vous confirmer là, qu'on a eu la vraie version de Daniel Dubé. On n'a pas eu son sosie IA. Là, donc, un gros merci, Daniel. Et je vous rappelle aussi que dans quelques semaines, à la rentrée, le 29 janvier 2026, on a un autre webinaire, c'est favoriser les connaissances financières à tout âge. Donc, pour tout ce qui touche la littératie financière, et c'est un représentant du Musée de la Banque du Canada qui va venir faire une présentation, plan de leçons et autres qui tournent autour de la littératie financière. Donc, je vous invite à
à vous inscrire auprès de la FEO. Donc, encore une fois, là, un super gros merci, là, Daniel. Là, tu nous remplis le cerveau là, et à nous maintenant là, d'aller explorer comme tu nous suggères. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir participé ce soir. Au revoir. Merci beaucoup, Rémi.